Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un exercice type bac. Pour le sujet, il s'agit justement d'un exercice sur les suites et les fonctions. Donc sans plus tarder, on va justement faire la première question, à savoir justement calculer les deux premiers termes de cette suite. Donc, on sait que U0 c'est égal à 5 et UN plus 1 est défini comme suite. Voilà. Du coup, on applique on se sert de cette relation de récurrence pour calculer les deux premiers termes. On a donc ce qui vaut, après simplification, ce terme, et on constate que c'est strictement inférieur à U0, qui vaut 5. En fait, premier réflexe à avoir lorsque vous étudiez les suites au bac, c'est justement déduire, si vous pouvez, la variation de la suite en calculant justement ces premiers termes et voir justement par la suite confirmer justement votre conjecture justement. Donc on constate que U1 est strictement inférieur à U0. On calcule donc ensuite U2. Donc en fait c'est 1 demi fois vous pouvez le faire par vous-même. Ça. Et du coup qui est en fait encore strictement inférieur à U1. Les deux premiers termes ont été mis justement sous forme de fraction irréductible. Donc 18 sur 5 et 589 sur 180. On va donc s'attaquer à la deuxième question. Deuxième question, justement on considère la fonction f définie comme ça. 1 demi x plus 11 sur x. C'est bien ça. Du coup, on veut démontrer que f est croissante sur intervalle racine de 11 et plus infini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc en fait dériver cette fonction. Et avant de dériver, il faut vérifier si elle est dérivable et sur quel intervalle. On constate que en fait, on a une constante. Là, on s'en fout de la constante, elle va rester à sa place lorsqu'on va dériver. Et en fait, c'est plutôt cette partie-là qu'on va s'intéresser. Du coup, on sait que la fonction identité, elle est dérivable. La fonction inverse, elle est aussi dérivable. Donc, f est dérivable par somme des produits de fonctions dérivables. Sur quel intervalle? Sur 0 plus infini privé de 0. Enfin, 0 exclu et plus infini. Du coup, f est dérivable par somme sur oui, puisqu'en fait la fonction est définie sur R+, non nul. On étudie justement cette dérivabilité dans cet intervalle-là. Et on voit justement si 0 est inclus ou exclu. Donc il faut voir entre guillemets les valeurs interdites une fois qu'on a déterminé justement sa dérivée. Et donc, s'ensuit donc le calcul de sa dérivée. Donc f' de x, ça vaut quoi? Ça vaut 1 demi, bouge pas. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est le signe du numérateur, parce qu'on sait que cette quantité, elle est strictement positive. Donc, il ne reste plus qu'à déterminer justement le signe du numérateur. Et en fait, quand f' est positif, x, il est supérieur ou égal à la racine de 11. Parce qu'en fait, il s'agit juste de résoudre justement en fait, cette inéquation. On résout cette inéquation, on fait bouger le 11 à droite, donc en fait on additionne 11 des deux côtés, et on passe à la racine, et vu que la fonction racine carrée
est une fonction croissante sur R+, bah, l'ordre enfin la relation d'ordre est conservée. Donc en fait, on change pas d'ordre en fait dans l'inégalité. Et donc on a montré que x, pour que f' soit possible, x doit être supérieur ou égal à racine de 11. Conséquence de la positivité de f', c'est que sur cet intervalle, vu que f' est positive, la fonction f de court elle est croissante. Donc f' de x croissante. Voilà. Et croissante où? Bah ici. Pas ici en fait. C'est un intervalle inclus. Enfin, inclus la valeur racine de 11. Voilà. Croissante sur cet intervalle. On a fait donc, on a traité donc la deuxième question. La troisième question, il nous demande de démontrer par récurrence la station suivante. Donc j'ai écrit justement la proposition. UN, hop, et hop. En fait, juste en montrant en l'occurrence cette propriété, ça nous montre deux choses. Ça nous montre que UN elle est décroissante, cette suite à valeur dans l'intervalle 0 plus infini, elle est décroissante, et elle est minorée par racine de 11. Donc en fait, la plus petite valeur qu'elle peut obtenir, c'est racine de 11, possiblement. On ne sait pas si c'est une minoration très précise. On saura plus tard en fait. Du coup, sans plus tarder, on va faire la récurrence. Donc pour tout n, pour n est égal à 0, du coup, on a donc, comme je vous ai dit précédemment, que u0, voilà, et celle-là, racine de 11. Voilà. Pour le moment, c'est facile, parce que 5, c'est supérieur égal à racine de 11, et U1 aussi. Vous pouvez taper sur la calculatrice, mais racine de 11, en gros, c'est environ 3,5. 3,5. Si je le mets au carré. Environ, ouais, environ. Entre deux. Voilà, entre 3 et 4 en fait. Donc là, je vais faire systématiquement la première étape, donc l'initialisation. On va faire ensuite l'hérédité. Donc en fait, soit... C'est pas dans n et tout court. Soit n dans n tout court, fixé, du coup. Supposons, je sais plus écrire en français, mais ça sonne très bien pour le bac de philo. Supposons que Pn soit vrai. Merde. Voilà. On va montrer pour que Pn implique Pn plus 1 vrai. Ok. Donc on va se servir de l'hypothèse de récurrence. Bon là j'ai plus assez de place pour écrire, mais je dis à l'oral, comme ça c'est plus rapide et c'est plus clair. On se sert maintenant de l'hypothèse de récurrence. Toujours se servir de l'hypothèse de récurrence quand on fait une récurrence. Ça c'est logique. Voilà, je précise au cas où. Donc on a UN. Voilà. Et donc en fait, l'idée principale c'est que, en fait, si vous voulez, les suites récurrentes, quand vous voulez montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, et que cette suite elle est associée avec une fonction, donc n plus 1 est égal à f de n, à chaque fois c'est le même schéma, on applique la fonction f. Et souvent, vu que au bac on est assez gentil, la fonction f elle est croissante. Parce que si elle est décroissante, la suite elle n'est pas strictement monotone. Et ça nous dérange. Et là, pile dans cet intervalle racine de 11 et puissance infinie, elle est croissante. Donc c'est super. On peut donc appliquer justement la relation, cette relation-là, enfin on peut appliquer f à cette relation, à cet encadrement.
sans changer l'ordre de l'inégalité. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on trouve de manière très facile que Pn implique Pn plus 1. C'est ce qu'on va faire. Et l'exercice est tellement bien fait que f de racine de 11, c'est racine de 11. En fait, c'est un point fixe. Donc, par simplification, on sait que f de n, c'est quoi? C'est un plus 1. F de un plus 1, c'est un plus 2. Voilà. Et f de racine de 11, c'est racine de 11. C'est carré dans l'axe. Voilà. Donc là, j'ai plus la place pour conclure. Mais en gros, une fois que vous avez montré seulement cette relation d'équivalence, vous dites que la propriété est héréditaire. Parce que vous avez réussi justement à montrer que au rang Pn plus 1, enfin au rang n plus 1, bah, l'insertion est toujours vraie, en supposant que Pn est vrai. Et donc, on en conclut, pour tout n dans n, que ça, c'est vrai. Voilà. Prochaine question. Prochaine question. Putain, j'ai du mal à effacer. Question 4. Montrer que un converge vers une valeur réelle. On note. Bah, A, c'est limite. Ok. Bon, en fait, là, ici, cette insertion nous dit. Nous fournit justement deux informations clés. Première, un elle est décroissante. Et pour tout n, voilà. Donc en fait, ça c'est un minorant. C'est un minorant de IN. En gros, UN est décroissante et elle est minorée. Donc ça vous dit quelque chose? Ça vous dit qu'en fait, par le théorème de la limite monotone, UN converge vers un réel. Voilà. Donc par T et LM. Donc j'abrège justement le théorème parce que j'ai plus de place. Voilà. Donc quatrième question, elle est faite. En fait, elle est rapide cette question, mais bref. Cinquième question, donc en fait c'est la fin de la partie A. Après avoir déterminé et résolu une équation dont A est solution, préciser la valeur exacte de A. Donc en fait là on ne nous dit pas explicitement comment calculer la limite. Et ça, bah c'est très bien, parce que ça vous incite à réfléchir, et ça c'est super. Donc comment on fait pour calculer la limite de cette suite? Bah on sait que un tend vers un certain réel L, du coup, quand n tend vers plus infini. Et est-ce que un plus 1 tend aussi vers L? Oui, en fait. Elle tend également vers cette limite. Et cette limite, elle est unique. Unicité de la limite. Et vous pouvez voir ça comme une suite extraite. En fait, vous pouvez voir ça que phi de n est égal à n plus 1. Et forcément, phi de n, c'est une fonction croissante. Donc forcément, si vous dites que pour tout epsilon, j'écris un 3, il existe un rang n0 tel que pour tout n, voilà, implique. Là, c'est la définition de la limite de manière rigoureuse. Du coup, vous voyez que en remplaçant, enfin pas en remplaçant, mais vous voyez que phi de n, voilà. Et donc, forcément, par transitivité de la relation de cette relation d'ordre, u de phi de n moins L, et ça me donne en fait que u de phi moins L, enfin le taux à valeur absolue, est inférieur ou égal à epsilon. Et ce qui veut dire qu'en fait, elle converge. Enfin, cette suite-là, elle converge. Du coup.
En fait, c'est aussi valable pour U de 2n ou U de 2n plus 1. En particulier pour cette suite, du coup. Mais vous voyez que pour d'autres suites, de temps en temps, ça peut ne pas marcher. Si on prend justement un est égal à cos de n, du coup, on peut pas justement appliquer ce théorème et enfin ces propriétés et déduire que en fait cette suite est convergente. Donc vu que un plus 1 converge aussi vers L et qu'on a une deuxième information, c'est que un plus 1 en fait c'est voilà. Donc on peut écrire ça. Bon, je vais écrire ici. Voilà, on peut écrire ça. Et donc, si on passe à la limite, ça me donne quoi? Ça me donne que... Voilà. Par passage à la limite. Et on doit résoudre justement cette équation. On résout cette équation. Donc, sans plus tarder, on va faire ça. Faut que j'y speed un peu, parce que je crois que les vidéos de 10 minutes, c'est pas ouf. Plus en fait. Et même en fait, durant les vidéos précédentes, j'en ai un peu abusé. Surtout pour le DM de Saint-Louis, j'ai fait genre 50 minutes et 48 minutes. Je crois que j'ai tué tout le monde en fait, à cause de ces vidéos. Bref, je vais speed l'exercice, tout en restant clair sur mes explications. Et donc voilà, donc on va résoudre cette équation. Donc, ce qui nous donne en fait ça à résoudre. Voilà. Vous voyez qu'en fait, par simplification, ça nous donne une équation du second degré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe... En fait, là, j'ai multiplié L des deux côtés, donc ça me donne en fait ça. Et on se rend compte que ça revient à résoudre ça. Voilà. Je mets des équivalences parce que c'est des équations quand même. Donc ça implique ça et dans l'autre sens aussi. Voilà. Et donc en fait, L a deux valeurs possibles. Soit L est égal à moins racine de 11, soit L est égal à racine de 11. Sauf qu'en fait, UN, on a dit quoi? On a dit que le minorant Enfin, UN est minoré par racine de 11. En fait. Donc elle peut pas être inférieure à la racine de 11. Donc en fait, L est égal à racine de 11. Et on appelle la borne inf de UN du coup. Et vu que UN il converge, enfin est décroissante, elle converge donc vers sa borne inférieure, qui est racine de 11. Voilà. La partie A finie. On va enchaîner sur la partie B. On va enchaîner rapidement. Ah non, ma souris. Elle est là. Ok. L'énoncé, ne vous inquiétez pas. Ok. Elle sera affichée tout au long de la vidéo. Donc en fait à chaque question répondue. Tout sera clair, puisqu'en fait ma prestation est un peu bancale, comme ce tableau. Ouais. Donc là on va partir justement, on va pas partir, mais on va plutôt étudier sur dans un contexte géométrique. Parce qu'en fait, avant tout, le fait d'étudier justement cette suite et de montrer que en fait cette suite elle converge vers racine de 11, c'est un contexte. C'est ce qu'on appelle justement, ce contexte en fait c'est Héron il a justement créé une méthode pour approximer une racine, en l'occurrence racine de 11 dans ce sujet. Et vous savez que Héron c'était un grec et comme tous les Grecs durant l'Antiquité, il faisait pas mal de géométrie. Donc en fait, il avait plutôt une approche géométrique. Je pense que je vais garder comme ça.
Donc, la première question de la partie B, ça consiste à dire que, enfin, expliquer pourquoi le premier terme L0 est égal à 2,2. En fait, dans la définition de, enfin, dans l'énoncé, on vous dit très clairement que pour tout n, dans n, bah, on a ça qui est égal à justement à la surface du rectangle. Du coup, on a longueur, largeur, donc longueur fois largeur, est égal à 11 tout court. Donc en fait, forcément, vu que cette relation est valable pour tout n, on remplace n par 0. Donc hop. Et on nous donne que L0 c'est 5. Donc en fait, enfin grand L0 du coup. Donc par simplification, c'est 2,2. Voilà. La question B, je sais pas pourquoi elle est là, parce qu'en fait, je vous ai dit que ces deux suites, quand vous les multipliez par, entre eux, ça vous donne en fait la surface du rectangle en question. Bah, du coup, on exprime, on n'a qu'à juste en fait à faire ça en fait. Voilà. Bah, la question B, elle est vite répondue. Bref, je crois que c'était juste pour vous faire comprendre un peu l'esprit géométrique caché derrière le sujet. Vérifiez que la suite grand Ln correspond à la suite Un. Ok, bah, ok, super. Donc, grand Ln, on a dit que. Ah oui, non, mince. Grand N plus 1, on a dit que c'était Ln plus petit l de n sur 2. Et en fait, le truc, c'est que la question précédente, on nous a dit que Ln est égal à. Enfin, L de n est égal à 11 sur grand L de n. Du coup, il suffit juste de remplacer Ln par ce que j'ai dit. Et on simplifie. Voilà. C'est tout. Bref. J'enchaîne sur la troisième question. Putain, elle est rapide, hein. Montrer que, ok, en fait, c'est deux suites adjacentes. Petit L et grand L sont deux suites adjacentes. Comment faire pour montrer? Oui, ok. En fait, on sait que grand L, n, bah, ça correspond en fait à un quoi, donc à un indice près. Donc en fait, on sait que d'après la partie A, que racine de 11 est inférieur ou égal à grand L de n pour tout n dans n. Bon, j'aurais dû mettre à gauche, mais vous avez compris. Voilà. Du coup, j'ai ça. Ok, super. Et en fait, il y a un truc qui est super, c'est qu'on va encore se servir de la relation de cette relation-là. Ok? On sait que d'après la partie A, ça c'est donné, ça c'est cadeau. Voilà. Et là, on veut montrer que Ln, L de n est inférieur ou égal à racine de 11. Comment on va faire? Bah, on a ça, on se sert de cette relation. Ok, j'ai donc racine de 11. Ouais. Racine de 11 plutôt. Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fois racine de 11 ici. Et ici, en fait, j'ai. Ici, j'ai fait passage à l'inverse. Non, j'ai pas fait. Non. Oubliez ce que je viens d'écrire. Enfin, ce que je viens de dire, en fait. Bon, je suis un peu fatigué, c'est matin. Bref. J'ai passé grand L de n à gauche. En faisant quoi? En divisant par L de n. Donc ça revient à multiplier par 1 sur Ln de n des deux côtés. Je vais vous écrire.
fois 1 sur... Voilà. Donc dès que je multiplie par cette quantité des deux côtés, ça me donne ça, du coup. Et ensuite, je multiplie par racine de 11 des deux côtés. Donc racine de 11 fois racine de 11 ici, ça fait 11. Et ici, 1 fois racine de 11, ça fait racine de 11. Ok? Et donc en fait, L de n, c'est ça. Voilà. On a montré justement que L de n est inférieur ou égal à racine de 11 et qui lui est inférieur ou égal à grand L de n. Voilà. C'est un encadrement assez chouette qu'on va s'en servir plus tard. Enfin, dans la question en fait, du coup. Quatrième question. On admet que les suites grand L de n et Ln de n convergent vers tous les deux vers racine de 11. En fait, ils admettent parce qu'en fait, on n'a pas vu en terminale qu'est-ce que c'est des suites adjacentes. Je vous renvoie justement à la vidéo sur la densité de Q dans R où je m'étais servi justement de la propriété des suites récurrentes, enfin des suites adjacentes. Enfin, je peux vous écrire, mais en gros. Du coup, on a une suite majorée et croissante, et une autre suite minorée et décroissante. Et ces deux suites en fait partagent une relation en commun, parce que IN est inférieur ou égal à VN, et entre deux, bah, justement, il y a leur limite. Du coup, en fait, cette limite, bah, c'est en fait ce qu'on appelle la limite commune des deux suites adjacentes. Voilà. Donc ça, c'est la propriété utilisée dans la question 4 qu'on admet. Donc en fait, on nous demande d'interpréter ce contexte. Ok. En fait, là, je vais vous dessiner. Au lieu d'expliquer, je pense qu'un dessin explique, enfin, vaut mieux que des explications à l'oral, enfin, à l'écrit plutôt. Donc en fait, on a Ln, enfin, grand L et petit l. Et vous savez que grand L converge vers racine de 11 et petit l aussi. Et en fait, d'un côté, L de n, L de n, en fait c'est quoi? C'est la longueur ou la largeur? J'ai inversé. D'un côté, L de n, quand n tend vers plus infini, donc en fait, quand n prend une valeur très grande, bah celle-là, elle décroît, donc en fait la longueur, elle fait que rétrécir, et petit l de n, elle est croissante. Cette suite, elle est croissante, c'est-à-dire que on prend une grosse valeur de n, et forcément, la longueur, enfin la largeur, elle va augmenter. Du coup. Et qu'est-ce qui se passe si on augmente jusqu'à atteindre justement cette valeur? Bah, ça nous donne en fait un carré. Mais les subtilités, ils ne vont jamais atteindre en fait cette valeur en fait. Ils vont en fait tendre vers ce carré. Ce rectangle, quand vous prenez une valeur très grosse de n, va tendre vers ce carré, de côté racine de 11. Et vous savez que racine de 11, enfin côté fois côté, c'est en fait l'aire de ce carré, bah ça nous donne en fait l'égalité de départ. Enfin, la condition vérifiée par petit l et grand L. Voilà. Cinquième question, c'est du Python. Cinquième question. Hop. Hop. Si l'utilisateur tape Héron de 3 dans une console d'exécution, Python, ok, qu'obtient-il comme valeur de sortie pour petit l et grand L? En fait, c'est pour vérifier si vous avez bien compris le programme. Donc, c'est dit quoi le programme? Ok. 36. K, c'est quoi?
décimale, ok. X, ok. En fait, ça nous renvoie grand L3 et L3 à 10 puissance moins 6 près. Voilà. Parce qu'en fait, si vous avez calculé justement grand L3, à la partie A, vous avez constaté que ça fait un truc un peu moche en termes de fraction irréductible. Et vu que vous savez qu'une fraction irréductible, on peut justement la convertir et avoir une valeur approchée à telle décimale, du coup le 6 de round L,6, c'est en fait le 6 de 10 puissance moins 6 près. Et L, c'est en fait l'indice N, du coup. Donner une interprétation de ces deux valeurs. Une interprétation de ces deux valeurs. Oui, du coup, en fait, interprétation géométrique. Donc, on a donc. J'inverse à chaque fois. Voilà, interprétation géométrique de ça. On fait le produit des deux, donc normalement, ça nous donne en fait 11. Si on regarde justement la fraction sous forme irréductible. Et faut juste calculer quoi. Mais en gros, la question A, je pense qu'en fait, il fallait juste calculer à partir du programme ou à la main la valeur de L3 et la valeur de petit L3. Et ensuite expliquer que en fait, c'est correspondant à ça. Et je pense que c'est tout pour l'exercice. J'espère que vous avez bien compris cet exercice et que je ne vous ai pas trop perdu avec le tableau et les petites interruptions. Sur ce, ciao.